Mais là, c'est l'heure de notre café politique. Je suis contente de vous retrouver au Café politique de ce vendredi, d'autant que Jacques Poitras est en studio avec moi cette semaine. Bonjour, Jacques. Bonjour, content d'être ici. Contente de vous avoir avec nous en studio, notre collègue de CBC, qui est normalement affecté à Fredericton, bien sûr. Ben, François n'est pas avec nous à la table, mais il est avec nous à Caraquette, comme à toutes les semaines, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour. Bonjour, Martine. Il faut absolument un de ces quatre que j'ai fait un petit tour à Moncton, là, puis venir faire un tour au café politique, moi aussi. C'est pas si loin que ça, dans le fond, Caraquette-Moncton. On va s'organiser une petite rencontre là, avant la fin de la saison. Il faut en reparler. Alors, chers amis, on va lancer ça tout de suite avec notre premier sujet. Oui, jour de la libération, 2 avril. Tout ce qui est sorti de Washington, et je vais commencer avec vous, François Gravel, et l'impact de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas encore, parce que c'est beaucoup l'incertitude qui joue, qui plane sur toutes les décisions, tous les discours politiques qu'on entend depuis le début de cette guerre commerciale, François. D'autant plus que les décisions de Donald Trump, elles changent souvent. Hein? Oui. Ce qui est décidé aujourd'hui, ça peut être différent demain. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il a promis, le président, là, de déposer des droits de douane. Là. Il a fait campagne là-dessus et c'est ce qu'il fait. Là. Il tient promesse. Là. Il a été élu sur cet engagement-là. Le Canada s'en tire assez bien cette fois-ci. Le nom de notre pays n'était pas sur la fameuse pancarte là, de M. Trump et de son secrétaire au commerce, là, Howard Lutnick, qui le tenait avec les droits de douane par pays. Ça n'empêche pas qu'il y a déjà d'autres droits punitifs imposés. Là. C'est le cas depuis longtemps déjà maintenant du bois d'œuvre au Nouveau-Brunswick depuis des années maintenant. Et il y en a d'autres qui se sont ajoutés aussi récemment avec, entre autres, le 25 sur l'acier, sur l'aluminium, qui a des impacts parfois directs, parfois indirects sur notre province. Mais au moins, pour les principales exportations néo-brunswickoises, que ce soit le pétrole, le bois d'œuvre, les fruits de mer, il n'y a rien qui s'est ajouté cette semaine à ce qu'on ne savait pas déjà. C'est difficile pour l'industrie automobile en Ontario, mais ça ne nous touche pas directement de plein fouet là, au Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça qui a fait dire à la première ministre Susan Hall que le Nouveau-Brunswick l'a échappé belle. Mais on les ressent quand même, ces effets-là de la guerre commerciale de M. Trump. Il y a eu une petite déclaration de rien de Mme Hall qui n'a pas fait énormément réagir, mais que je retiens quand même. Elle a mentionné qu'il y a déjà des premières entreprises qui se sont tournées vers son gouvernement pour recevoir une aide spéciale en lien avec les droits de douane. Des entreprises qui ont perdu leurs clients ou dont les affaires tournent au ralenti en raison du contexte économique. Les demandes d'aide commencent à rentrer. Les premiers versements de compensation financière vont bientôt commencer. Alors, les Nouveau-Brunswick n'échappera pas à ce qui s'en vient. Oui, elle le disait, des investissements pour certains attendus, mais qui se font pas, qui se feront peut-être pas. Parce qu'on a beau dire, Jacques Poitras, que bon, il n'y a peut-être pas d'impact direct sur les économies du Nouveau-Brunswick avec ce qui a été annoncé le 2 avril. Mais si on tombe en récession, si l'économie va mal, tout le monde, on va le vivre à un impact différent, c'est selon, c'est sûr. Mais ça rajoute le discours politique, là, ce qu'on voit à l'heure actuelle. Absolument. Et tu as raison qu'on voit comme des milles d'emplois perdus ou au moins suspendus en Ontario dans le secteur automobile. Ouais. Des pertes énormes sur la bourse. Une économiste disait que c'est le 35e plus grande perte de la bourse de New York depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est fou quand même. Dans une journée. Alors, on peut pas être pas impacté par ça. Sur la question de la trajectoire de les élections, on attendait pire que ça au Nouveau-Brunswick. Tout le monde se demandait si c'est plus sévère, est-ce que les libéraux vont bénéficier de ça parce que ça maintient la même trajectoire politique, la même sens de patriotique parmi l'électorat. Si c'est moins sévère, est-ce qu'on va passer à autre sujet qui bénéficierait à Pierre Poilievre ou qu'on va dire que c'est grâce à Mark Carney que c'est moins sévère? Alors, on ne sait pas. J'ai l'impression, dans les 2 dernières journées, ce que j'ai vu, que rien change dans la dynamique. On parle encore de cette menace qui est réelle, qui existe, qui nous impacte. Et pas grand changement dans le sentiment. On va voir les sondages dans les prochains jours là, pour voir si ça change quelque chose. Hâte de voir, parce que hier encore, à l'émission spéciale de Radio-Canada avec les chefs, Mark Carney a réitéré
son expérience, n'est-ce pas? Son expérience économique mondiale. Parce qu'il l'a quand même dit, même si, entre guillemets, on évite le pire et les produits soumis à l'ACEUM le sont toujours, on ne peut plus faire des affaires comme avant avec les États-Unis. La question dans notre société tellement en ligne, manque d'attention, difficile à focuser sur un sujet, c'est est-ce qu'on peut garder un sujet comme ça pour toute la campagne, pour les libéraux? Oui. Mais le fait que Donald Trump continue d'agir chaque jour, chaque semaine, possiblement. On va passer au prochain sujet. Et ça, je me souviens plus qui de Jacques ou François avait dit... Tu parles d'une belle adonnance. Son premier jour comme premier ministre, il abolit la taxe carbone, puis ça va changer pendant la campagne électorale à la pompe pour les automobilistes. C'est peut-être vous, Jacques, qui dit ça, Jacques Poitras. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment... On parle de la taxe carbone. Ça s'est terminé cette semaine. Oui, une baisse avec le TPS qui s'enlève aussi, une baisse de 20 sous sur le prix d'essence, assez dramatique. Mais j'avais l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé cette semaine, que avec les tarifs, ce changement, cette controverse d'une décennie, là, une cause célèbre pour des conservateurs, n'a pas été vraiment trop discutée. Et mais quand même, ça change un peu la question de le changement climatique dans la campagne, parce qu'un jour, il faudra retourner à ce sujet puis l'adresser. On sait, selon des chercheurs, que la taxe sur les consommateurs avait moins d'impact sur les émissions que la taxe industrielle, ce que Mark Carney dit qu'il va garder et ce que Pierre Poilievre promet d'abolir. Alors, il faudra retourner à ce débat éventuellement parce que cette crise-là, qui est peut-être moins importante aujourd'hui que les tarifs, va inévitablement retourner à l'agenda. François, à la fin de la taxe carbone cette semaine, qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, d'abord, que Jacques soulève un très bon point auquel je n'avais pas pensé moi-même. Mais c'est vrai que ça a disparu. Les gens étaient contents de la baisse du prix de l'essence, mais quand on pense depuis tellement d'années que les conservateurs mènent la lutte contre ça, elle est tellement impopulaire et soudainement elle est disparue, oui, mais la veille de la grande annonce de Donald Trump aux États-Unis. Et c'est pas un enjeu électoral, François, parce que là, les libéraux et conservateurs sont sur le même pied, ou presque, là, avec la nuance des industriels. Mais ça aussi, c'est nouveau dans le paysage politique canadien, là. Comme j'aime dire, les libéraux ont fait un bon nettoyage sous Mark Carney avant le déclenchement de l'élection. Il a été premier ministre une seule semaine. M. Carney, il s'est assuré d'éliminer certains problèmes qui auraient pu nuire à sa campagne, et la taxe carbone, c'en est un gros. C'était une décision honnêtement lucide de sa part, je vous dirais. Là, ça aurait été suicidaire des libéraux ou de n'importe quel autre parti de mener une campagne en promettant de maintenir cette taxe carbone-là ou d'accepter qu'elle continue d'augmenter. La bataille de l'opinion publique était perdue. Il fallait passer à autre chose, et c'est ce qu'ils ont fait. Même hier soir, là, pendant l'émission Une élection 5 chiffres, Martine, il y a une question qui a été posée au co-chef du Parti vert, là, Jonathan Penneau, et même chose, il s'est distancé de cette taxe carbone-là. Il n'a pas dit, nous, les Verts, on croit qu'il faut la maintenir pour l'environnement. Que le Parti vert se retire aussi de cette idée. Exactement. Très bonne question. Et quand elle a été posée, moi, j'étais convaincu qu'il serait la voix dissidente. Et non, pas du tout. Je trouve aussi que l'élimination de la taxe a permis de mettre en lumière l'importance de la réglementation du prix de l'essence au Nouveau-Brunswick. Dans un monde sans cette réglementation-là, où le prix de l'essence n'est pas déterminé par la Commission, certains commerces auraient peut-être eu la tentation d'occuper une partie du terrain laissé vacant par l'abandon de la taxe carbone, mais ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est la Commission de l'énergie, des services publics qui détermine le prix de l'essence. Elle leur a donné une baisse de 20 cents le litre. Elle est mise en vigueur immédiatement et les consommateurs qui ont attendu le bonjour ont eu droit à ce cadeau. Maintenant, le prix de l'essence, ça varie beaucoup. Le plus souvent à la hausse. Taxe carbone ou non, j'ai bien peur qu'il va encore bouger à la hausse et cette fois-ci, il faudra blâmer autre chose que la taxe carbone. On va passer au prochain sujet. Toujours en lien avec la campagne électorale fédérale. Je vais commencer avec vous, François, cette fois-là. Alors, le chef du Parti conservateur était de passage au Nouveau-Brunswick. Choix stratégique, croyez-vous, avec Saint-Jean, notamment, la ville la plus touchée par les tarifs au Canada?
Oh, choix stratégique, certainement. Saint-Jean et ensuite le rallye à Fredericton. Deux endroits où les conservateurs pensent réussir à réaliser des gains. Deux endroits où ils pensent réaliser des gains depuis 2 ou 3 élections déjà. Ils n'y arrivent jamais. Parfois, ils perdent, mais de justesse. Alors, cette fois-ci, Pierre Poilievre a passé une journée complète au Nouveau-Brunswick. Pas seulement quelques heures, pas un arrêt éclair, une journée. Y compris cet arrêt à Fredericton, ce rallye devant, j'ai entendu le nombre de 2000 personnes. Peu importe si c'est le chiffre exact ou s'il a été exagéré par les organisateurs. Il ressemble de grandes foules à peu près partout, je pense. Les rallyes fonctionnent bien. Ah, c'est des gros succès de foule. Croyez-vous, Martine, que si on organisait un café politique devant le public, on attirerait autant de gens? Il faudrait essayer pour le savoir, François. Il faut essayer pour le savoir. Alors, et tout ça, même, ça survient alors que les intentions de vote laissent présager une défaite des conservateurs. Normalement, c'est le contraire. C'est quand on a un momentum, une marche vers la victoire, que les salles se remplissent. Et pourtant, je n'imagine pas du tout Mark Carney, le libéral, ni Jagmeet Singh, d'ailleurs, du NPD, réunir autant de monde dans une salle au Nouveau-Brunswick d'ici la fin de la campagne. M. Poilievre mène une très bonne campagne pour ces gens-là. Ces mêmes personnes que l'on voyait déjà dans les rallyes Axe de Taxe, qu'on a vu de nouveau cette semaine à Fredericton, c'est une campagne parfaite pour ces gens-là, mais ça n'a jamais été ça le défi, Pierre Poilievre, de rallier, de mobiliser cette base-là. Son défi, ça a toujours été d'attirer d'autres électeurs, ceux qui croient que Mark Carney est le mieux placé pour négocier avec Donald Trump. Et le rallye de Fredericton n'a pas permis, selon moi, d'élargir cette base-là d'appui des conservateurs. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un événement qui a mobilisé le bassin d'électeurs conservateurs, certainement, ou à tout point sympathique à M. Poilievre. Et ça compte, je le répète, dans une circonscription où ça a été très serré la dernière fois. Absolument. Jacques Poitras, quand même, est-ce que c'est pas une bonne stratégie que d'être avec sa base en campagne électorale, que de faire une campagne terrain? Ça dépend. Il y a beaucoup de conservateurs qui disent que les sondages n'ont pas raison parce que regarde les énormes foules qu'on voit à des ralliements. Mais si ce monde-là aurait été à des ralliements l'année passée parce qu'ils sont inscrits, ils reçoivent des courriels, ils reçoivent des invitations, ça ne change pas. C'est l'autre chiffre sur l'autre côté avec les libéraux qui est en train de changer rapidement. C'était intéressant qu'il était à Saint-Jean et Fredericton parce que oui, c'est des circonscriptions qui étaient libérales. Mais 3 mois passés, on prenait ces circonscriptions pour acquis chez les conservateurs. Alors, dans un sens, il défend des circonscriptions qu'il n'a pas encore gagnées, mais hypothétiquement, il aurait pu gagner avant la question des tarifs. On aurait pu lui imaginer à Moncton ou à Edmundston il y a 3 mois. Sur l'offensive, essayer de faire des gains. De gagner des autres gains ailleurs. Les événements n'ont pas été très spontanés. Il y a la disponibilité avec les médias le matin, avec une petite foule, pas de ralliement, pas de membres. Là, des follow-up plus tard dans la journée, puis là, un ralliement le soir. C'est un peu la même chose presque chaque jour. Et ça lui permet pas d'aller rencontrer du monde qui ne sont pas encore convaincus. Et je pense que François a raison. Ça, c'est le défi. Et l'autre chose, c'est qu'il essaie évidemment de changer la question de l'urne pour les élections. Il veut encore faire l'électorat un virage vers question d'abordabilité, logement, crime, tout ça. C'est plusieurs sujets qui étaient très populaire il y a 6 mois, mais c'est beaucoup plus difficile de mettre le focus sur ça maintenant. Vous serez d'accord, Jacques et François, on n'a pas vécu d'élection fédérale avec un enjeu qui polarise autant et qui devient une patate chaude autant qu'une bouée de sauvetage en même temps, selon le contexte. Pas depuis 88 et le libre-échange. Une autre qui était sur nos relations avec les États-Unis. C'est bien pour dire, hein? Rien ne se crée, tout se réinvente. On va passer à vos cafés pour cette semaine. Alors, je vous sens bien inspirés, chers collègues du Café politique, puis il nous reste un beau 4 minutes. Alors, je vous invite, Jacques, d'abord, vous qui êtes avec moi, à mes côtés, de me donner vos cafés. Un café sucré pour notre ancien ami Dominic Carty,
qu'il a fallu retarder le lancement officiel de sa campagne à Fredericton cette semaine à cause de la tempête, de la neige. Un peu un symbole de la situation où il se trouve. Son Parti Avenir du Canada, autrefois, allait être l'option du centre politique pour des libéraux qui n'étaient pas contents avec leur premier ministre, pour des conservateurs modérés. Puis voilà, encore, c'est le thème aujourd'hui. Le contexte est complètement changé. Est-ce qu'il y a de l'espace sur le spectre politique maintenant pour cette partie du centre de Dominic Carty? On ne sait pas. Son lancement est retardé jusqu'à lundi. On verra quelle sorte d'énergie puis atmosphère il peut créer pour sa course à Fredericton. Et aussi un café très, très, très amer pour Preston Manning, l'ancien chef du Parti Reform, et vraiment le beau-père le mouvement conservateur d'aujourd'hui, qui parlait cette semaine d'un sentiment séparatiste en Alberta et Saskatchewan si les libéraux gagnaient un autre mandat. Très décevant et d'alimenter peut-être des extrêmes politiques et de prendre cette position-là si ton parti préféré ne gagne pas. En particulier parce que son acolyte, Stephen Harper, était au pouvoir pendant 9 ans. Alors, nous avons vu qu'ils peuvent gagner des élections et... Je ne sais pas ce que Danielle Smith répondrait à la question. Allez-vous quitter le Canada si les libéraux gagnent l'élection? Mais elle aussi fait un peu cavalière seule dans le front des premiers ministres. Et Pierre Poilievre a fallu rejeter les propos de Preston Manning très rapidement et il l'a fait. Alors voilà. Ça y est, pour vos cafés. On va vers vous à Caraquette maintenant. François Gravel, vos cafés cette semaine. Une petite remarque d'abord avec ce que Jacques vient de dire à propos de Dominic Carty et son parti Avenir canadien. C'est intéressant parce qu'on a vu ça par le passé, des partis se créer en réaction à un autre parti qui n'est trop au centre ou pas assez au centre ou peu importe. Et souvent, ils sont joués des surprises. On a par exemple Maxime Bernier avec le Parti populaire du Canada qui trouvait que le Parti conservateur était justement trop centriste. Et on l'a vu, ce parti-là faire un virage plus à droite, ce qui donne de moins en moins d'espace à M. Bernier, qui est maintenant dans les extrêmes. On a vu Chris Austin avec la People's Alliance, qui a fini par rejoindre Blaine Higgs et le Parti progressiste conservateur dans des circonstances où il s'est aperçu que finalement, le Parti progressiste conservateur était à ses débuts trop centriste pour M. Austin, mais plus maintenant. Alors, on verra si un jour, on va voir Dominic Carty rejoindre quelqu'un. Il reste quelques secondes, mon cher François, avant le bulletin. Oh, pardon. Oui. J'y vais donc avec des cafés pour ceux qui ont participé hier à l'émission spéciale Les 5 chefs fédéraux, une élection. Ils ont répondu à toutes les questions. Café bien mérité. Ils ont bien performé. Personne n'a eu l'air fou hier. M. Carney a bien joué son rôle de premier ministre. Pierre Poilievre a bien tiré son épingle du jeu aussi. Et surtout les tiers partis. Jagmeet Singh, Yves-François Blanchette, Jonathan Pedneau. Une campagne difficile pour eux. C'était ingrat. Ils n'ont pas beaucoup de place. Une émission comme hier, ça leur a donné beaucoup de place, beaucoup de visibilité. Désolée pour ça, on est en formule atlantique avec les radiojournaux, donc je voulais pas que vous soyez coupés. On me l'avait pas dit. Ben là, ça, c'est terrible. Protet, on va faire appel, on vous donnera plus de temps la semaine prochaine. En attendant, merci beaucoup, François Gravel. Et puis, on se reprend vendredi prochain. Allez, avec d'autres cafés. Même si vous n'êtes pas en studio, on sera content de vous rejoindre à Fredericton. Jacques Poitras. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous tous de suivre ce Café politique. On écoute ensemble nos infos régionales.